Bienvenue dans ce nouveau numéro de Reporter sur France 24. Direction le Cameroun où depuis 1000 jours maintenant, une partie du pays, la partie anglophone de ce pays bilingue en rouge sur cette carte, connaît une insurrection armée lancée par des groupes sécessionnistes, des groupes qui ambitionnent de créer un nouveau pays, l'Ambazonie. Ces derniers mois, les combats frontaux ont fait place à une sorte de guérilla. On estime le nombre de déplacés à plus d'1 demi-million de personnes. Des centaines de milliers d'enfants ne vont plus à l'école. Et le dialogue national initié par le président Paul Biya, au pouvoir depuis 38 ans, n'a pas débouché sur la fin du conflit. Avec nous, en duplex, Patrick Fandiot. Patrick, on va découvrir votre reportage dans ces régions sécessionnistes du Cameroun. Vous avez accompagné l'armée régulière dans ces opérations de lutte contre les rebelles et c'est ce qu'on va découvrir en images. Oui, une immersion complète d'une semaine dans ces deux régions anglophones où nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de suivre l'unité d'élite de l'armée camerounaise, le BIR, le bataillon d'intervention rapide, en première ligne dans ce conflit que nous couvrons depuis 2016. Un conflit qui est d'ailleurs peu raconté de l'intérieur par la presse internationale, car il faut dire que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour une libre circulation sans escorte ou protection armée. On est passé d'affrontements classiques entre insurgés et soldats à une forme de guérilla avec enlèvement, prise d'otages, pose d'engins explosifs ou encore des tireurs embusqués isolés, comme nous allons le découvrir dans ce reportage. On regarde votre reportage, Patrick, et on se retrouve juste après pour aller plus en profondeur sur ce sujet réalisé donc par Patrick Fandiot pour France 24. Sur les murs, les séquelles d'un combat de rue. Sur la route, les vestiges d'une féroce bataille. Mais depuis le silence des armes, un retour progressif à la vie sur l'artère principale des Kona. Une ville du sud-ouest Cameroun, récent théâtre de guerre entre les séparatistes anglophones et l'armée. Des militaires en patrouille régulière sur cet axe commercial. Malgré l'accalmie, ils protègent les convois de marchandises et de passagers dans cette région anglophone où, en octobre 2017, des sécessionnistes rêvaient d'installer la capitale de leur État, dénommée Ambazonie. Depuis le début de cette insurrection armée, cette église presbytérienne était abandonnée par ses fidèles. Mais aujourd'hui, ces familles reviennent peu à peu. D'ex-déplacés de guerre qui se préparent à célébrer la fête protestante des récoltes. Enfin de retour chez eux comme Georges, qui avait fui les combats pour se réfugier en forêt. D'après l'ONU, le conflit a déplacé 680 000 personnes. Il y a eu tellement de désastres, mais on prie Dieu pour qu'il nous vienne en aide, pour que la paix revienne, que les massacres se terminent. On veut dire au revoir aux tueries. On veut la paix pour pouvoir reconstruire notre pays, le Cameroun. J'ai presque 70 ans, je me sens camerounais. Je vais bientôt mourir et on va m'enterrer ici au Cameroun. Moi, je ne connais pas ce mot d'Ambazonie. C'est un nom étrange pour moi. Moi, je ne connais que le Cameroun. Au-dessus des Kona, le char des dieux, surnom du mont Cameroun. Le sommet qui domine cette partie du pays, dont les deux régions anglophones sont en crise depuis plus de 1000 jours. Pour passer du sud-ouest au nord-ouest, nous suivons ces blindés légers de l'unité d'élite de l'armée camerounaise, la plus sollicitée pour assurer la sécurité du trajet. Vous avez confirmé la présence du colis à votre niveau. Parlez. Suspicion de colis piégés sur cet itinéraire surveillé de près par le capitaine Ibrahim Diop. L'officier se prépare à une éventuelle attaque du convoi par des groupes armés sécessionnistes. Les attentats à l'aide d'engins explosifs improvisés, une nouveauté dans ce conflit qui prend désormais l'allure d'une guérilla. Les mois précédents, l'axe était un peu truffé d'embuscades. C'est-à-dire les sécessionnistes, après avoir chassé la population, ils occupent les bâtiments et ils se mettent en embuscade.
pour tirer soit contre les forces de défense et de sécurité, soit sur un convoi des autorités administratives. Et il a été question pour nous de pouvoir réduire ce genre de menace. Une menace réduite, mais pas encore totalement éliminée. Soudain, le convoi est sous le feu d'un tireur embusqué. Plus loin, des villages réputés être des bastions de miliciens séparatistes armés appelés ici Amba Boys. Nous avions affaire à des sécessionnistes qui réclamaient l'indépendance de l'État virtuel d'Ambazonie. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons affaire à des hors-la-loi qui posent des exactions sur la population, des coupures de route aux enlèvements en exigeant des rançons. C'est-à-dire nous sommes passés de la sécession au grand banditisme. À l'avant de la colonne, des tirs de dissuasion pour prévenir d'autres attaques. 3 heures plus tard, nous voici dans l'autre province anglophone, celle du Nord-Ouest, dernier grand fief de groupes armés séparatistes. Nouvelle salve de tir sur le convoi. L'ennemi à droite, qui va riposter. On va un coup de feu isolé à droite au niveau de la tribune là. Au bout du trajet, Bamenda, ville symbole d'où est partie la contestation contre le régime du président Paul Biya il y a 3 ans et demi. Mais avant de dégénérer en conflit armé, la protestation a d'abord été pacifique. Les premières manifestations anti-régime ont eu lieu ici dès la fin 2016. Des enseignants, magistrats ou avocats réclament plus de profs anglophones dans leur région, l'application du droit d'inspiration britannique et le respect de leur identité dans un Cameroun bilingue. Pour protester contre ce qu'ils vivent comme une marginalisation, des opérations villes mortes sont organisées. Fermeture obligatoire des commerces, circulation interdite. Presque 4 ans plus tard, ces mots d'ordre de ville morte paralysent encore la cité. Mais ils sont moins suivis dans d'autres villes des régions anglophones. Nous allons nous infiltrer à pied jusqu'au niveau de l'objectif principal, Romanus. À Bamenda, Romanus est le nom de guerre d'un des présumés leaders d'une bande armée séparatiste. Il a été localisé grâce à un renseignement. Ce soir-là, le dernier briefing pour une opération d'infiltration. On a eu les informations qu'il y a beaucoup de guetteurs. Et si pendant l'infiltration, on tombe sur des guetteurs, ils risquent de faucher notre manœuvre. Vous ne pensez pas qu'il y a un risque de fuite? Nous devons absolument avoir en priorité d'éviter une bavure ou bien une méprise. L'opération mobilise une vingtaine de soldats de ce commando antiterroriste qui mène ici une guerre de l'ombre. Traquer les chefs insurgés qui ont fui les villages et ont été repérés dans les centres urbains. Cette délicate mission pour arrêter ou neutraliser Romanus a été confiée au jeune lieutenant Vandotamo. Là maintenant, le plus grand danger, c'est le fait que les sécessionnistes sont cachés dans la population. Ça devient compliqué pour manœuvrer. Parce que là maintenant, si vous faites une mauvaise riposte et un civil est touché ou blessé, ça retombe sur vous. Le deuxième, tu es dans le dernier véhicule. On embarque, on est parti. L'infiltration va avoir lieu dans un faubourg de Bamenda, une zone habitée avec un potentiel risque de victimes collatérales. Un risque présent ici dans tous les esprits. Plusieurs rapports d'ONG recensent depuis 2017 les morts de dizaines de civils innocents pris sous le feu croisé de séparatistes et de soldats. C'est bon, vous pouvez traverser. Allumez vos torches laser, en silence, en silence. Dans la nuit noire, sous une pluie battante, au milieu des champs et sur un terrain accidenté, nous avançons avec le commando sur plus d'1 kilomètre. Avant d'arriver près de sa cible, sans éveiller l'attention. Dès que vous êtes en place, tu me fais signe. Ils sont très dangereux. Moins de petits bruits, même de petits signaux bizarres, ils se méfient beaucoup. Et dès qu'ils suivent ça, ils ont tendance à fuir. Soit fuir, soit ouvrir le feu, n'importe comment, pour s'échapper.
La première partie du commando va profiter de la couverture sonore de la pluie pour entrer dans la maison sans bruit et sans coup de feu. À l'intérieur, nous suivons la seconde équipe qui pénètre dans la chambre. Au sol, un homme qui semble correspondre aux indices du leader séparatiste recherché. Il est seul dans cette maison qui a l'air inhabitée. Il a été très surpris parce qu'on est arrivé, la pluie l'a bercé, il dormait, il était à l'aise, il se sentait confortable. Donc il ne pouvait pas s'imaginer que ce soir nous pouvions arriver, entrer et l'attraper. Vous savez, la plupart du temps, quand ils viennent, quand ils habitent une maison, c'est juste des cases de passage. Maximum 2-3 jours après, ils décampent. En fin d'opération, la saisie d'un fusil semi-automatique et de munitions de gros calibre. Pour ces soldats, c'est une preuve de l'évolution de groupes séparatistes passés d'un arsenal artisanal aux armes de guerre. Un approvisionnement en armes facilité par la géographie de la région. Dans ce décor de jungle entre pics montagneux et forêts denses, un no man's land à la frontière entre le nord-ouest anglophone camerounais et le Nigeria. Une zone frontalière inspectée ce jour-là par le lieutenant-colonel Franky Péléné qui dirige cette unité d'élite. Vous voyez le village que vous avez là-bas, c'est un village nigérian. Là, la frontière n'est que matérialisée par le cours d'eau. Et vous voyez bien que c'est franchissable un peu partout. Ils en profitent pour aller se ravitailler en munitions et même en armement de manière frauduleuse. Vous voyez, c'est une frontière qui n'est pas délimitée, ce n'est pas marqué. C'est très facile de rentrer au Nigeria et de revenir au Cameroun par diverses pistes. L'hélicoptère se pose dans le dernier bourg camerounais avant la frontière, Furuawa, récemment reconquis après des mois aux mains des séparatistes. Sur la place du village, les restes de l'école, brûlés. Plus de 77 institutions scolaires ont été détruites dans les zones anglophones où l'éducation est à l'arrêt. La centaine d'enfants du village n'a pas eu classe depuis plus de 1000 jours. Les séparatistes prônent le boycott du système éducatif camerounais qu'ils accusent de corrompre et de franciser leur région. I know that your principal problem here now is school resumption. It's very, very important. You know, we're going to help you to have benches and tables. Dans la foule, des parents à bout de nerfs qui appellent au secours pour que soient rescolarisés leurs enfants. Dans la région, 5000 écoles sont fermées et 1 million d'enfants déscolarisés, dont de nombreux orphelins. Des orphelins comme ceux-là qui passent leur soirée devant leur écran. Parmi eux, des malvoyants. Vous vous amusez devant la télé ? Charlotte leur a sauvé la vie il y a quelques mois en les emmenant se cacher en forêt pour fuir les combats. Elle s'appelle Miracle. Elle a été abandonnée dans la brousse. On ne sait rien de ses parents. Est-ce qu'ils sont morts ? Est-ce qu'ils ont été tués ? Est-ce qu'ils ont pu s'échapper ? Je ne peux pas vous le dire. Nous avons tous passé 6 mois dans la brousse. C'était l'enfer. À tel point qu'un jour les enfants m'ont dit « Il vaut mieux revenir mourir à la maison plutôt que crever dans la brousse. » Les moustiques, la faim, l'absence d'eau. Je vous assure, c'était l'enfer. Je demande par n'importe quel moyen que le gouvernement trouve une solution, que l'école reprenne, que la paix revienne, que les enfants puissent retourner en classe. Ce serait vraiment une très bonne chose. Encourager le retour à l'école en espérant précipiter ainsi un retour à la normale. La stratégie de ces militaires qui tentent de gagner la bataille des cœurs. En pariant sur une rupture entre population et sécessionnistes. Des séparatistes armés, invisibles, mais bien décidés à mener cette guerre d'usure dans l'arrière-pays anglophone. Aujourd'hui, difficile de les rencontrer pour des raisons de sécurité. Quant aux principaux leaders politiques indépendantistes, ils sont soit emprisonnés, soit en exil. 1000 jours après, leur Ambazonie reste un rêve inachevé.
Et en ligne avec nous, Patrick Fandiot. Patrick, pourquoi ce courant indépendantiste s'est-il réveillé il y a près de 3 ans? Le sentiment d'injustice vécu par les populations anglophones est-il légitime dans ce pays dirigé depuis 1982 par Paul Biya? Écoutez, il faut d'abord dire que ce courant indépendantiste a toujours existé. Il y a toujours eu des activistes qui ont contesté les conditions dans lesquelles les Nations Unies ont réunifié en 1961 la partie britannique du Cameroun colonial, le Southern Cameroun, et la partie francophone. Et ce réveil identitaire a eu lieu grâce au sentiment ou à cause du sentiment de frustration d'une partie de la société civile anglophone. Et puis il y a surtout un ras-le-bol général sur la gouvernance, la corruption, l'accès aux concours, l'état des routes, qui ont en quelque sorte préparé le terreau pour que ces idées indépendantistes puissent prospérer. Lors des opérations militaires que vous avez suivies, des armes sont saisies, des armes de toute nature qui en disent long sur les pratiques de cette guérilla. Oui, effectivement, nous avons eu l'occasion d'aller dans un hangar de l'armée qui a récupéré une partie de l'arsenal séparatiste. Alors, il y avait des armes artisanales, des armes semi-automatiques, mais il y avait aussi et surtout ce qu'on appelle sur place des odéchis, des sortes d'amulettes ou des gris-gris portés par des combattants sécessionnistes qui sont censés, ces gris-gris, les protéger, les rendre invisibles, arrêter les balles ou alors leur donner une force particulière. Ça fait partie un tout petit peu de la légende de ce conflit, de ces combattants séparatistes, de leur mythologie, même si nombre d'entre eux finissent par tomber sous les balles des militaires. Alors, ce conflit est un conflit dur. Quelle sortie de crise peut-on imaginer, Patrick ? Écoutez, il y a 1 an, jour pour jour, s'achevaient les travaux du grand dialogue national convoqué par le pouvoir, avec des mesures qui en sont sorties pour renforcer le caractère bilingue de l'État, un plan de reconstruction ou encore une décentralisation poussée. Mais pour nombre d'observateurs, cette concertation a esquivé le principal problème qui est la discussion sur la forme de l'État. Il y a nombre d'organisations de la société civile au Cameroun ou même des partis politiques qui prônent le retour au fédéralisme, ce qui n'est pour l'instant pas à l'agenda gouvernemental. Patrick Fandiot pour France 24. Merci beaucoup, Patrick. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.